Et donc, comme l'a précisé Anne-Laure, depuis 1996, il est en fait conditionné avec d'autres objets dans un énorme carton avec du papier de soie, dans un des entrepôts du musée, un entrepôt annexe sur les grands boulevards parisiens. Cet entrepôt n'est pas climatisé, mais chauffé en hiver. Donc, voilà une vue du volant de face. Donc, vous voyez qu'il se compose d'une partie centrale, en matière plastique, qu'on peut appeler noyau, et qui est reliée par 3 branches au bras à la couronne extérieure. Donc il a été réalisé par un moulage à chaud d'une matière plastique sur une armature métallique. Pour vous donner une idée de ses dimensions, il pèse 1,5 kg, donc on essaiera peut-être de tester une nouvelle pesée, c'est une très bonne idée. Il mesure 42 cm de diamètre et 7,5 cm de profondeur. Alors, je vous montre un détail qui est plus parlant pour le premier constat que nous avons fait de ce volant. Donc, il émet une odeur vinaigrée dès le déballage et puis cette odeur persiste jusqu'à maintenant. Vous voyez que dès 2009, il est déjà couvert d'un réseau de craquelures et de fissures sur toute la surface. Il y a aussi la présence de coulures noir-marron solidifiées, notamment à l'arrivée des branches métalliques. Et le centre du volant ainsi que les 3 branches sont très oxydés. Alors, l'objet est conservé pendant quelques temps en salle d'étude pour une reprise d'inventaire, des photographies, et dans l'attente de la consultation d'une restauratrice pour avis. Alors, vous pouvez voir là sur d'autres photos la manière dont il se dégrade très rapidement en se couvrant des fluorescences blanches, donc tout au centre, et puis aussi sur tous les pourtours. Donc c'est vraiment... ça s'est passé vraiment en quelques mois, quoi. De janvier à mars, et puis ça n'a fait qu'empirer jusqu'à l'année suivante. Donc nous avons commencé par lui construire un plateau en mousse polyéthylène et recouvert de Tyvek, et nous l'avons descendu dans la réserve pour qu'il soit sur une table, pour qu'il ne soit pas confiné et aéré. La consultation de la restauratrice, Clémentine Bollard, nous a donné un premier avis. Elle propose effectivement des analyses, la fabrication d'une boîte et la mise au point, la mise en place d'un traitement par charbon actif. Mais pour cause de restrictions budgétaires, nous n'avons pas pu donner suite à son devis. Donc à partir de là, nous l'avons suivi assez régulièrement sur sa table dans les magasins de conservation, mais son état s'est encore aggravé. Donc nous avons décidé de commencer une collaboration avec le C2RMF pour faire d'abord des analyses et pour voir si un traitement était possible. J'ai oublié aussi de vous dire qu'à partir de quelques mois après la fabrication de son socle, nous avons aussi fabriqué une boîte avec un couvercle en mylar percé de trous, là aussi, on répète à nouveau, pour permettre une plus grande aération. Et le détail de droite, c'est pour vous montrer que non seulement l'objet se couvrait des fluorescences, mais aussi les écailles commençaient à vraiment... là, vous pouvez le voir, je vais vous montrer avec la flèche. Dans cette zone-là, par exemple, des écailles se soulèvent et commençaient à tomber sur le socle. Donc l'analyse, comme je vous le disais, nous avons pris rendez-vous avec le C2RMF et c'est Isabelle Colson qui est venue à partir de septembre 2010 commencer à venir expertiser notre volant. Alors, au retour des grandes vacances, moi j'ai fait une inspection et là j'étais complètement perturbée parce que vous voyez sur cette photo, ces 2 photos même, toutes les efflorescences blanches que je vous avais montrées juste avant ont totalement disparu. Et donc, à la place, vous voyez que l'effet de matière est humide, poisseux, on voit des bulles, des sortes de petites gouttes qui perlent à la surface, et aussi des grandes déformations dans la forme du plastique,
Et moi j'étais totalement perturbée parce que on voyait Isabelle Colson quelques jours après, et qu'est-ce qu'on allait lui dire, on voulait lui montrer les efflorescences, il n'y avait plus d'efflorescences. Là c'était très très problématique. Heureusement, il y avait encore l'odeur vinaigrée, il y avait encore des fentes, des soulèvements, des fragments tombés, des couleurs marron, donc au moins on avait ça à lui montrer, mais alors les efflorescences blanches, voilà, c'était un peu la panique. Donc on se demandait quel phénomène avait permis cela, et voilà, quoi, c'était vraiment un grand questionnement. Donc le 10 septembre 2010, Isabelle Colson est venue, a fait un test de détection des COV. Elle a fait aussi quelques prélèvements, alors une écaille du volant et quelques efflorescences blanches qui étaient tombées sur le socle, qu'on trouvait encore un petit peu par endroits quand même. Ensuite, on a fabriqué avec elle 3 sachets pour faire un test de traitement par charbon actif. Donc 3 sachets de 100 grammes qu'on a disposés, vous voyez, entre les branches du volant. On a également mis un thermohygromètre à l'intérieur de la boîte pour étudier le climat, et ce thermohygromètre est resté pendant 1 an. Alors, nous avons décidé aussi avec Isabelle Colson d'une sorte de stratégie. Elle nous a demandé de faire un contrôle toutes les semaines de l'état du volant pour voir est-ce que le traitement semblait marcher. Elle nous a demandé aussi de prendre des photos, toujours des mêmes endroits, les mêmes détails, pour vraiment suivre l'état de dégradation. Et elle a souhaité aussi revenir plus tard, programmer de revenir plus tard pour faire d'autres prélèvements. Il y avait du changement. Donc nous avons commencé ce suivi, d'abord toutes les semaines, puis tous les mois, jusqu'au début de l'hiver. Et puis à partir de janvier, comme vous voyez sur l'image de droite, les efflorescences blanches ont commencé à revenir, notamment au centre. L'aspect de surface est devenu moins humide. Donc est-ce que c'était lié? Voilà. Ensuite, sur la photo de gauche, à partir de mars 2011, on a un nouveau type d'efflorescence qui se développe, plutôt rosé, qui forme un petit peu des croûtes. Donc là, on a un nouveau décompte lancé. Isabelle Colson nous demande de faire un bilan sur le traitement. Donc on ouvre les sachets pour voir un peu s'il y a des... alors donc il faut savoir qu'avec le charbon actif, il y a de l'alumine activée, il y a une coloration rose foncé fuchsia, et ça devient jaune moutarde quand ça montre qu'il faut changer de produit et qu'il y a eu beaucoup d'absorption de pollen. Donc c'était pas, voilà, vous voyez sur la photo de droite qu'on voit quelques petits grains de moutarde, jaune moutarde, pardon, mais bon, c'était pas encore très significatif. Donc nous avons continué le suivi. Ensuite, Isabelle Colson est revenue à l'automne 2011. Là, nous avons changé le purafil, c'est-à-dire que c'est le produit charbon actif, qui était là, par contre, de devenir un peu plus jeune. Donc, Isabelle Colson a repris le thermohygromètre et nous a ensuite envoyé les courbes climatiques par mail. Et donc, on se disait qu'on allait pouvoir étudier la courbe par rapport aux allées et venues, par exemple, des efflorescences blanches, voir s'il y avait des explications possibles par rapport au climat de nos réserves. Ça ne s'est pas révélé très probant. Ensuite, lors de cette deuxième expertise, là, elle a réalisé plusieurs prélèvements, 7 en tout. Donc, vous voyez ici le prélèvement en grattant au scalpel des efflorescences roses, le prélèvement de gouttes de liquide incolore qui était sur le centre du volant, une écaille à nouveau du volant, des efflorescences blanches qui étaient assez en grand nombre sur les petites entretoises, et aussi des cristaux bruns qui étaient près du centre. Voilà. Ici. Alors, donc les analyses de ces prélèvements, je vous montre aussi, voilà. Alors là, je me suis attachée particulièrement à 2 types de prélèvements. C'est une coulure brune, donc qui a été coupée au scalpel et mise dans un petit pot, et puis des cristaux
qui ressemble aux efflorescences blanches, mais qui, elles, ont été aussi prélevées. Et c'est Nathalie Balcar, du CDRMF, qui a effectué les analyses. Donc, comme elle a expliqué tout à l'heure, je ne vais peut-être pas redévelopper, donc il y a eu différents types d'analyses, sous microscope optique, des spectroscopies infrarouges, du microscope électronique à balayage, des pyrolyses, etc. Donc là, on a choisi le même fragment de couleur brune. Donc vous voyez ici la vue au microscope électronique. Là, quelques d'autres analyses. Et aussi une spectroscopie pour comparer justement à une courbe de référence déjà existante dans la bibliothèque dont elle a parlé. Alors, un autre type d'analyse, c'est celle sur les cristaux bruns. Donc voilà, à chaque fois la même méthodologie d'analyse. Voilà ce que ça peut donner sur un cas concret. Alors, les résultats. Donc, on peut conclure que le volant lui-même, c'est bien de l'acétate de cellulose. Et ensuite, les différents types d'efflorescence, qu'elles soient roses, incolores, que ce soit les couleurs brunes, sont toutes des plastifiants, soit des phtalates, soit du phosphate de triphényl. Et donc, une explication aussi à la couleur brune, que ce soit pour les cristaux ou pour la matière plus dure. Une explication, ça serait que, étant donné que ces échantillons sont placés près du métal qui s'est oxydé, donne la couleur marron à ces échantillons. Voilà. Et la libération de l'acide acétique produit l'oxydation du métal et provoque le craquellement du plastique. Donc voilà pour la première série d'analyses. Je laisse la parole à Laure pour l'étude historique de cet objet. Oui, et puis peut-être aussi, Isabelle Colson nous avait aussi demandé de réfléchir un peu à ce que nous souhaitions en nous engageant dans ces analyses, évidemment mieux connaître le matériau et le caractériser, mais ensuite il est certain qu'il n'y avait pas d'option de traitement réellement. Donc nous avons pris le parti d'en faire une sorte d'objet, un peu d'étude, un peu d'objet emblématique. Et en 2014, le musée a produit une petite exposition qui s'appelait Objets restaurés, patrimoine exposé au sein de l'exposition permanente et dans le musée. Le volant, lui, est un objet qui n'est pas présenté en collection, il est dans nos réserves habituellement. Et donc, pour cela, en fait, nous avons cherché à parler des métiers moins connus et moins visibles dans le musée, et donc de parler aussi largement de conservation préventive, qui est ce sur quoi nous passons sans doute le plus de temps. Donc vous reconnaîtrez peut-être un peu sur ce panneau qui abordait ce thème d'autres matériaux problématiques, que ce soit une petite boîte avec des films en nitrate de cellulose, des échantillons de textiles en acétate de cellulose que nous avons redécouvert aussi lors d'opérations de récollement. Et nous avions choisi de mettre en avant donc, le volant dans une vitrine isolée en présentant tout le protocole que nous avions mis au point pour sa surveillance et pour indiquer à la fois notre préoccupation mais aussi notre impuissance face à la dégradation de certains objets et pour faire partager au public cet aspect-là qui n'est pas toujours montré. On a un peu tendance à laisser ces choses dans des placards. Voilà. Donc nous nous sommes aussi penchés sur la documentation et sur l'histoire de cet objet. Mon collègue Lionel Dufaux, qui est responsable de ces collections transport énergie, on a repris l'inventaire et en fait ce volant avait été acquis en 1947 à l'occasion d'une exposition rétrospective organisée par la Société des ingénieurs de l'automobile qui fêtait les 20 ans de son existence au moment même où se tenait à Paris le Salon de l'automobile qui s'installe dans ces années-là
comme la grande messe en fait qui réunit la France un peu convalescente, puisqu'il faut savoir que le premier salon de l'automobile se tient en 46, de l'après-guerre en tout cas se tient en 46, donc en 47 et en 46 il n'y a quasiment pas de production civile, on est encore dans de l'acier qui est rationné, etc. Donc c'est vraiment un grand moment où les choses, la machine économique va se remettre en route et où il va y avoir un engouement énorme pour l'automobile. À ce moment-là, en fait, l'exposition se tient dans l'église du conservatoire, que vous avez sans doute en tête. Et à la demande de la Société des ingénieurs de l'automobile, des industriels vont déposer des éléments et voir des prototypes, des voitures entières qui vont être entrées en collection du musée, environ 140 objets. Alors, que ce soit la voiture Benz, la voiture Renault, une Berlier, beaucoup de gravures, et puis également beaucoup de pièces détachées, dont le volant et puis ce deuxième volant de la société Kiri, qui est en ébonite, et qui est lui dans un parfait état de conservation, voilà, bien que ce ne soit pas le même modèle, et donc ni le même matériau, ce qui explique peut-être cela. Mais beaucoup d'autres choses rentrent, des démarreurs, des dynamos, des freins, des klaxons, etc. Alors, ce volant était exposé est resté exposé dans l'église, dans les chapelles rayonnantes du chœur, jusque dans les années 90, au moment où donc tout l'ensemble est vidé pour une campagne de fouilles archéologiques. Il n'y a eu aucune autre pièce de la société Kiri qui est venue compléter cette collecte assez opportuniste en fait. Donc, quel est un petit peu plus autour de cette société? Kiri est une société qui est installée à la Garenne-Colombes et qui se spécialise tôt dans les éléments moulés pour l'industrie automobile. J'ai consulté l'archiviste de la ville de La Garenne, Martine Peignon, qui a bien voulu m'aider à retrouver un certain nombre de documents sur une entreprise qui a disparu aujourd'hui et qui est assez difficile à documenter. Je ne suis pas une spécialiste de l'histoire automobile, donc voilà, elle a déterminé en fait d'après les cadastres, les différents documents essentiellement tirés des archives. Donc, cette société était implantée à partir de 1931 rue Veuve-Lacroix à la Garenne, et que le terrain dans son emprise définitive était vendu en 1981, soit 6000 m², qui est aujourd'hui occupé par le siège de l'entreprise Technip, une entreprise qui est chargée de génie dans le domaine des hydrocarbures essentiellement. Cette entreprise a fait construire un siège social par Valeur des Pistes en 2013 et ne subissent rien les bâtiments de Kiri. Alors, en lisant par contre de plus près les demandes de permis de construire, en décembre 1931, ils indiquent que la demande concerne un bâtiment à usage industriel destiné au moulage des résines synthétiques au phénol, donc quelque chose, et un bâtiment assez modeste. En 1952, la demande de permis de construire est plus détaillée et elle est plus intéressante. Et c'est sans doute parce qu'à ce moment-là, l'usine se trouve dans une zone qui est entièrement résidentielle et non plus une zone mixte. Donc vous avez ici une photo de cette usine qui est assez modeste finalement dans son allure. Et ce qui a retenu mon attention, c'est qu'il est indiqué qu'ils veulent construire en fait des lieux de stockage essentiellement parce qu'ils sont tributaires des livraisons de leurs matières premières qui viennent entièrement des États-Unis, les matières plastiques et le caoutchouc synthétique dont ils se servent pour la fabrication des volants. Kiri fournissait à peu près 95% de l'industrie automobile française, donc c'était pas une petite entreprise. Voilà. Donc on décrit un petit peu, l'usine est conçue pour fabriquer des volants d'automobile en série au moyen d'une chaîne de fabrication de façon à obtenir des prix de revient le plus bas possible. Les machines sont hydrauliques et toutes reliées entre elles par des canalisations de commandes partant du central hydraulique et à vapeur. Voilà, donc il indique que travaille entre 250 et 300 personnes selon les problèmes d'approvisionnement d'acier et de matières plastiques. Alors, j'ai également fait une petite incursion dans les bases brevets. Et moi, je me suis servi de la base de l'Office européen des brevets, beaucoup plus facile que celle de l'INPI, entre nous. Voilà. Et j'ai repéré 182 brevets au nom de Kiri, qui concernent l'automobile. Le premier pris en 1933 et le dernier en 1981. Quelques brevets également pris au nom de Henri-Paul Marcel Kiri, qui est
le PDG de la société. Avec une petite piste à chercher, parce que comme pour les frères Hayat dont parlait Sylvie, Curie a sans doute aussi une activité dans le béton armé, et Hayat aussi a aussi beaucoup trempé là-dedans. Voilà. Alors, je me suis arrêtée sur un brevet, voilà, donc vous voyez ici la planche, qui est particulièrement abscon, comme ce genre de littérature, voilà, puisqu'il est volontairement vague dans ses revendications, prévoyant que ça concerne des matériaux à transformation chimique tels que les bonites, la bakélite, les matières moulées sans transformation chimique tels que l'acétate de cellulose, le brai, les goudrons, les résines naturelles, etc. Et l'interprétation de ces dessins de presse est particulièrement complexe aussi, mais il concerne vraiment en fait une sorte de prémoule dans lequel le boudinage de la matière plastique qui va enrober l'armature et le système de centrage en fait fait l'essentiel de leur revendication. Mais voilà, c'est toujours très complexe à interpréter les brevets. En 1981, donc, cette société disparaît, elle est rachetée par Peugeot. Alors, un dernier mot sur ce que nous faisons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous trouvons intéressant de poursuivre le suivi sur cet objet. Nous avons repris le traitement à l'automne 2017 et on essaie vraiment de poursuivre la documentation puisqu'on a décidé qu'en fait, on allait considérer ce volant comme un objet de référence sur la conservation de la dégradation des acétates. Donc du coup, juste quelques dernières diapos. Donc pour ceux que ça intéresse, voici le produit que nous utilisons. Donc il est fabriqué aux États-Unis et revendu en France par l'entreprise Puratech. Vous avez toutes les coordonnées pour ceux que ça intéresse. Nous avons décidé aussi de systématiser les prises de vue photographiques, ce qu'on avait déjà fait il y a quelques années, mais là d'une manière vraiment plus précise, en faisant un petit guide pour que d'autres personnes puissent aussi continuer ce suivi. Et voilà donc des exemples de photos en gros plan actuelles. Donc vous voyez que les filaments blancs sont devenus vraiment des croûtes très épaisses. Nous avons fait aussi une campagne de photos sous UV et des observations sous lampe UV sur le conseil de Nathalie Baïkar pour essayer aussi de comprendre pourquoi certaines zones métalliques n'étaient pas oxydées. Là, par exemple, sur quelques millimètres, au bout de chaque branche, il y a quelques millimètres qui ne sont pas oxydés. Mais c'est toujours un peu on n'est pas sûr peut-être qu'il y avait une protection par un vernis, ou bon, c'est pas très flagrant sous UV. Et au niveau documentation, alors une autre base de données qui s'appelle TMS, The Mission System. Donc le volant possède une notice et dans l'onglet documentation, il y a un sous-onglet conservation qui nous permet de documenter tout un tas de types d'enquêtes, que ce soit du conditionnement, des constats d'état, des devis ou des expertises. Et donc au fil des années, on a engrangé tout un tas d'enquêtes sur ce volant, ainsi que les photographies qui sont associées à chaque enquête. Donc c'est ce qui nous permet de vraiment documenter cet objet. Merci pour votre attention.